Bien, donc bienvenue une nouvelle fois à ce webinaire que on a préparé avec Gaël Caron, qui fait un peu la suite de l'ensemble des webinaires qu'on avait pu faire sur le cloud et sur AWS et la conformité continue. Et là, on a un sujet qui est plus d'actualité, dirons-nous, qu'on trouve chez beaucoup de nos clients, c'est la notion de DevOps, notamment dans un environnement GXP. Voilà. Donc, en quelques années, la relation des entreprises vis-à-vis des éditeurs a basculé vers une approche SaaS, euh, avec des conséquences significatives sur la validation des systèmes. Une des premières conséquences, c'est évidemment la relation entre les métiers, la DSI et les métiers et la DSI, et peut-être aussi les métiers, la DSI et les sociétés de conseil comme ADN, hein, puisque la validation, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Euh, Lorsque vous avez un environnement, je dirais on-premise ou un environnement SaaS, et surtout qui est géré par un tiers. Voilà. Donc ça a vraiment changé. Donc ça a changé d'un point de vue technologie, parce que c'est pas du tout les mêmes technologies, mais la définition des responsabilités a aussi évolué. L'autre élément important qu'on a pu voir, c'est que la plupart des éditeurs se sont mis aujourd'hui dans une logique dite de DevOps, c'est-à-dire qu'ils font de l'intégration continue, ils font du déploiement automatisé, ils font des tests d'acceptation automatisés et ils déploient en continu en production. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, bien, les fenêtres pour tester les applications pour les laboratoires pharmaceutiques ou pour les utilisateurs finaux sont beaucoup plus courtes, alors qu'avant, la plupart des clients pouvaient se permettre d'avoir des systèmes qui n'évoluaient pas pendant, je dirais, un semestre, une année, voire plusieurs années. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. On a plutôt des éditeurs en mode SaaS qui fournissent à minimum, je dirais, des nouvelles versions tous les trimestres. Voilà. Et évidemment, tous les trimestres, et puis pour les utilisateurs finaux, ben, ils ont comment dire, des fenêtres encore plus courtes pour tester avant de basculer en production. Donc cette notion de déploiement, je dirais, en continu, a vraiment un impact fort sur la validation. Alors, j'ai normalement préparé un petit sondage. J'essaye je vais vous demander de bien vouloir y répondre. Voilà, je vais essayer de le lancer. Voilà, et si vous voulez bien avoir la gentillesse d'y répondre, ça permet aux uns et aux autres de savoir un petit peu comment se situer par rapport à l'écosystème. Donc là, on est presque une quarantaine de personnes, hein. Donc voilà, je pense que ça a de la valeur, hein. Alors, je crois que quasiment, on a les 2 tiers des personnes qui ont, voilà, 80% des personnes qui ont voté, 85 si les derniers pouvaient voter. Voilà, 94, ça va permettre à chacun de se positionner par rapport à ces problématiques-là. Voilà, quasiment tout le monde a voté. Donc, je vais vous donner les résultats. Je sais pas si... Voilà. Ok, donc on a quasiment les 3 quarts des personnes qui sont confrontées à des sujets, des problématiques DevOps, hein, ce qui n'était, je pense, pas du tout le cas il y a encore 3-4 ans, hein. Alors, je vais regarder quelles sont les autres questions. Alors, ça va être pour le slide d'après. Voilà. Donc, un petit peu d'histoire.
C'est vrai que la validation des systèmes informatisés, ça a démarré, je dirais, dans les années 90. C'était quand même très orienté papier. Ensuite, on a regardé un petit peu ce qu'il était possible de faire avec des outils de test, hein, puisque le test logiciel, ça ne concerne pas que l'industrie pharmaceutique, c'est évidemment une préoccupation de l'ensemble des secteurs d'activité. Par contre, il y a des secteurs d'activité qui sont peut-être un peu moins, je dirais, régulés que d'autres, hein. Mais disons que la pharma a commencé à s'intéresser aux outils de test et notamment autour des SAP. Ensuite, on a eu, depuis 2018, je dirais, le train de la validation digitale, donc c'est-à-dire le train de la validation des applications mobiles, des applications basées un petit peu, je dirais, sur du web, hein. Et on commence à sentir une volonté aujourd'hui de traiter la validation en continu, justement poussée par cette approche DevOps. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, la compliance est un obstacle à la transformation digitale et donc un obstacle à la transformation de l'expérience patient. Il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir en nous disant ADN, vous avez travaillé sur la validation logicielle depuis des années, vous êtes un peu geek, on voudrait aller dans le cloud, comment on pourrait faire? On voudrait faire de la validation continue, comment on pourrait faire? On voudrait faire de l'IA, comment on pourrait faire? On voudrait faire de la blockchain, comment on peut faire? On veut faire de l'IoT, comment on peut faire? Voilà. Et aujourd'hui, il est clair que le cycle en V, par rapport à ces technologies-là, devient un petit peu obsolète. Voilà. Alors justement, j'ai encore un petit sondage que je vais lancer, et si vous voulez bien répondre à la question, voilà, ça va permettre de partager aussi avec vos pairs, hein. Voilà. Alors là, on a un peu plus d'indécis, ou on a un peu moins de vélocité dans la réponse des participants que j'observe, mais c'est assez surprenant, vous allez voir. Moi, évidemment, je vois les résultats en temps réel, hein. Alors, je ne sais pas qui vote, hein, rassurez-vous, mais il nous reste encore quelques personnes qui n'ont pas voté. Voilà. Encore un petit effort pour les derniers. Il n'en reste plus beaucoup. OK. Alors, je vais partager le résultat. Et vous voyez, on a un résultat qui est beaucoup plus équilibré, hein, que tout à l'heure. C'est que la problématique de compliance reste, enfin, c'est assez équilibré entre ceux qui disent que c'est un problème et ceux qui disent que c'est pas forcément, je dirais, un souci. Bien. Donc, on va continuer un petit peu dans le même sens. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans l'âge du digital et cette poussée de la validation du digital? Il y a, à mon avis, comment dire, quelque chose de très important qui soutient cette initiative, enfin, qui explique tout ça, si j'arrive à passer, voilà. C'est une transition vers le dispositif médical qui sort le logiciel de sa fonction support. Voilà. Donc typiquement, depuis quelques années, maintenant je pense que le virage il est vraiment bien pris, c'est le virage avec les applications mobiles, où on a de plus en plus d'applications mobiles qui participent à un diagnostic, à de la prévention, à un contrôle, à une sorte de traitement pour favoriser, je dirais, l'adhérence au traitement. Donc clairement, dans tout ce qui est application mobile, on a de plus en plus d'applications mobiles qui tombent sous, je dirais, le couvert de la fameuse directive. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les fabricants, normalement, c'est eux qui doivent revendiquer l'usage. Simplement, certains ont bien compris ce que ça signifiait. Ça voulait dire rentrer dans le réglementaire du dispositif médical
Et donc, ce que l'on voit beaucoup, et peut-être trop, et il faut, à mon avis, je vous mets en garde sur ce point-là, c'est qu'on a beaucoup de gens qui font avec des applications mobiles du diagnostic, de la prévention, du contrôle, du traitement, mais qui ne revendiquent pas cet usage-là. Bon, à mon avis, c'est dangereux. Et évidemment, on a ça sur des applications mobiles, mais avec l'émergence de toute la vague technologique que l'on voit là, on va se retrouver dans la même définition. Donc, tout ça, ça va redevenir sous réglementation associée au dispositif médical. Bon, certains d'entre vous, alors j'avais peut-être aussi un petit sondage là-dessus. Voilà, on va le faire tout de suite. Une autre question. Est-ce que vous voudrez bien y répondre, s'il vous plaît? Voilà. Donc là, je remarque une vélocité des participants, un dynamisme appréciable. Hein. Voilà, encore une petite seconde ou deux. Voilà. Je vais fermer le sondage. Je vais le partager avec les uns et avec les autres. OK. Et on voit que les 2/3 des participants n'ont pas forcément connaissance du règlement sur les dispositifs médicaux. Alors, quel est l'impact? L'impact, c'est que, bon, c'est mon slide d'après, ça veut dire que si probablement on a les 2/3 des gens qui ne sont pas forcément au courant du règlement, ça veut dire que les 2/3 probablement survolent la norme 13485 pour le dispositif médical. D'accord, ok. Attends, je vais arrêter effectivement masquer. Voilà. C'est bon, ça repart. Donc, ça veut dire qu'il est assez probable, eu égard au résultat, que la plupart des gens n'ont pas connaissance, enfin, en tout cas les 2/3, de la 13485, de la norme associée au logiciel, la 62304, et du Technical Report 80002, qui indique comment valider un logiciel qui appartient au QMS, mais un QMS dispositif médical. L'autre élément, c'est que la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que tout ça, la médecine personnalisée, qui est un petit peu le Graal vers lequel tout le monde court, elle est ralentie par ce nouveau règlement. Pourquoi? Parce que ce nouveau règlement, il reclassifie les logiciels, et pour être synthétique, il fait monter tout le monde en fait d'une classe quasiment. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire monter d'une classe? Ça veut dire que voilà, vous allez passer de la classe 1 à une classe 2A, 2B. Ceux qui sont en 2, ils vont passer en 3. À la limite, c'est surtout pour tous les gens qui étaient en classe 1. C'est-à-dire que quand vous étiez en classe 1, vous étiez en mécanisme d'auto-certification. Hein, je vais essayer de mettre mon pointeur là. Classe 1, c'était auto-certification. Quand vous montez de classe, vous passez en 2A, 2B ou 3. Et à ce moment-là, si vous passez dans ces classes-là, vous devez marquer CE votre logiciel. Marquer CE votre logiciel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous rapprocher d'un organisme notifié. Et c'est cet organisme notifié qui va vous donner le droit de publier votre logiciel. Voilà. Ça veut dire que l'organisme notifié, si vous faites du marquage CE, il va falloir faire un dossier dit technique. Et comme ça ne suffisait pas, avec ce nouveau règlement, il va falloir faire des essais cliniques associés à votre logiciel. Voilà. Donc je vous encourage vivement à vous rapprocher d'un conseil sur la classification de votre logiciel, de faire attention à ce que vous revendiquez en termes d'usage, parce que vous pourriez vous retrouver par mégarde ou par ignorance dans une situation réglementaire inconfortable. Je pense que c'est... Bon, on peut dire qu'il s'agit probablement d'un euphémisme. Voilà. Donc, on a ce contexte d'aller vers le dispositif médical.
Pourquoi? Ben, comme dans toutes les industries, le logiciel apporte son lot d'innovation, de souplesse, de toutes les valeurs, hein. Mais attention, le système qualité change. Alors, je vais essayer d'enlever ça. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'aujourd'hui, vous vous dites super, j'ai beaucoup de données, donc je voudrais faire de l'IA pour établir une forme de diagnostic. Ben oui, la plupart des gens qui vont développer du soft aujourd'hui, ils vont pas forcément le développer en cycle en V parce qu'il y a une dimension exploratoire. On est en train d'assister à un changement de paradigme du modèle qualité. Et le modèle qualité consiste à dire, alors je vais remettre mon pointeur. Ok, je vais planifier. Ok, je vais coder. Je vais construire. Je vais tester. Je vais faire une release. On est un peu dans l'approche MVP, un minimal vital product. On déploie, hop, on a notre boucle de retour. C'est un peu notre route de dimming. Je dirais, c'est un peu ça quelque part le DevOps, hein. Donc évidemment, tout ça, ça change, hein. Ça change la dimension temporelle, puisque les outils que l'on propose, et enfin pas qu'on propose, qui existent sur le marché, bon, on a vu quand même qu'il y avait pas mal de gens dans le webinaire qui étaient au courant, hein. On va publier les modifications d'une manière beaucoup plus fréquente à l'utilisateur pour être capable de remonter. Et donc, forcément, le change control ou le change management tel qu'il existe sur des applications fonctionnelles, avec les délais que l'on constate aujourd'hui dans les grands laboratoires pour telle ou telle raison, ils sont plus compatibles avec cette approche DevOps. Donc, quelque part, le DevOps, il est en train de signer la fin progressive d'une certaine forme de cycle en V, avec l'agilité qui a commencé il y a quelques années et qui continue. Et la logique naturelle, c'est d'aller vers le DevOps. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'assister avec le DevOps à un changement de modèle qualité pour simplement répondre à des modèles d'affaires qui s'appuient sur le digital. Voilà. Donc, le système qualité, il va être impacté. Néanmoins, il y a quand même une réglementation à respecter, hein. Et donc, l'objectif, là, ça va être de balayer d'une manière très concrète, très pratico-pratique, pardon, les impacts. Donc, les impacts pour les développeurs, mais les impacts aussi pour les gens de la validation, hein. Et vous partagez avec vous les écarts réglementaires les plus fréquents que l'on constate. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée ici, de remercier les clients avec lesquels on travaille et qui nous permettent de construire cette expertise-là et de la partager avec la communauté. Donc les outils dans un QMS, aujourd'hui, il y a un certain nombre de standards de fait, comme Jira, comme Confluence, comme GitLab, comme Jenkins, comme AWS, comme Azure, et j'en oublie forcément, il a fallu faire des choix, hein. Mais on va essayer de se concentrer, je dirais, sur vraiment les incontournables. Donc Jira, c'est aujourd'hui le standard de fait des équipes agiles, hein. Alors des petites équipes agiles, mais aussi des équipes agiles à l'échelle, hein. Et tout développeur connaît Jira et n'acceptera pas de travailler sous Word. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui revient systématiquement. C'est-à-dire que si vous demandez aujourd'hui à un développeur d'écrire des reg specs sous Word, il vous dira, écoute, pas de problème, moi je change de projet ou je vais ailleurs. Donc ça, c'est une réalité. Si vous voulez mener à bien une transformation digitale, il vous faut tenir compte de cette réalité et donc des personnes. Alors, je vais poser ma petite question de sondage aussi. J'ai failli l'oublier. Si vous voulez bien y répondre, les uns et les autres.
Ok, donc on commence à avoir quelque chose d'un peu équilibré. Voilà. Hein. Mais on a quand même une majorité, hein, avec un score qui ferait pâlir beaucoup de candidats à l'élection présidentielle au premier tour. Hein. 50% des gens, 58% des participants là, n'utilisent pas le logiciel Jira. Ils ont probablement entendu parler, hein, mais ils n'utilisent pas. Okay. Donc Jira, c'est un outil qui est très facile à configurer, qui est full web. Hein, et l'élément important à retenir en termes de validation, puisque vous savez que la validation. Alors, hop, pardon, je vais masquer mon sondage. Ouais, c'est bon. Voilà. Merci Gaël. L'élément à retenir, c'est que quand on fait de l'agilité, on est un peu perdu au niveau des requirements. Donc, il y a un truc simple à retenir, c'est que les exigences, en fait, ça correspond à des stories. Voilà. Après, on peut raffiner un petit peu avec les épiques, etc. Mais la base, c'est que dans Jira, vous allez gérer vos requirements. Voilà. Donc, voilà un écran type Jira, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc sur lequel, dans une implémentation classique, on va mettre un petit label pour dire, bah voilà, ça c'est un requirement GXP ou non. Hein. Vous avez un history, vous voyez, qui ressemble quand même à un audit trail. Ok. Dans un premier temps, je ne vais pas aller plus loin. Vous pouvez mettre des workflows qui vont vous permettre de gérer quelque part, de gérer l'approbation du requirement ou gérer le requirement, gérer le cycle de vie de la story, hein, donc quelque part le cycle de vie du requirement. Sauf que là, chaque étape, en fait, ici, là, que l'on voit, ça correspond à des étapes du cycle de vie de la story. Et donc, quelque part, on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus évolué que ce qu'on avait avant, c'est qu'on a un état au niveau de ma story, donc de mon requirement, qui passe par les phases de développement, de différents types de tests, etc. Donc ça, c'est vraiment important quand vous mettez en place Jira, c'est de bien contrôler les workflows. Bien. L'autre élément, quand on a, je dirais, mis en place Jira, les équipes, elles utilisent un autre logiciel qui s'appelle Confluence. Voilà. Donc tout Scrum Master connaît Confluence, hein, et il n'acceptera pas de travailler sous Word. Voilà. Donc que fait Confluence? Il reprend en fait les données que vous avez dans Jira. Donc ici vous avez une page, je dirais Jira, pardon, Confluence, et les éléments que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un filtre. Il va aller reprendre les données qui sont dans Jira. Comme c'est une page, vous pouvez la signer. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous pouvez utiliser des plugins. Là, on a des exemples de plugins comme là. Vous voyez ici, vous avez les états, quand est-ce que c'est signé, etc., etc. Soit vous ne savez pas ça, vous pouvez exporter. Il y a quelques clients qui font ça. Ils exportent et ils signent dans leur système de GED. Bon. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose d'intégré et surtout, pardonnez-moi l'expression, ne pas ennuyer les développeurs, je vous conseille plutôt de rechercher une solution qui est intégrée à Confluence. Enfin, quand on parle je dirais, d'intégration continue et de développement continu, on parle de code. Hein, et aujourd'hui, le standard, c'est Git. Alors après, il y a plusieurs déclinaisons, hein, GitHub, GitLab. Mais aujourd'hui, tous les développeurs utilisent cet outil Git. Donc, voilà un petit exemple, je dirais, GitHub, où vous avez peut-être entendu parler comment dire, de commit, de branches, de release. Donc, les gens de la validation, pour eux, ce qui est vraiment le vrai changement, c'est qu'avant, ils avaient une approche fonctionnelle. Maintenant, il va falloir descendre au niveau du code. Donc, il va falloir qu'ils aillent regarder un petit peu ce qui se passe dans ces outils-là pour contrôler les changements. Avant, les changements au niveau du code, ils ne les voyaient pas trop. Là, rassurez-vous, peut-être pas forcément rentrer au niveau du code, mais au moins dans le process de gestion des releases qui s'appuie sur ce type d'outils. Hein. Donc ici,
Ça, c'est un vrai changement, c'est-à-dire que la plupart des gens qui faisaient de la validation, ils rentraient pas dans les systèmes de catégorie 5. Hein. Maintenant, pourquoi on va dans la catégorie 5? Parce que la plupart des éditeurs pharma ou les gens de boîtes de dispositifs médicaux, ben, ils vont faire des applications mobiles, ils vont faire du big data, ils vont faire des chatbots, ils vont faire des machine learning, etc., etc. Les gens de dispositifs médicaux, ça va compléter soit leur dispositif, soit ça va être carrément leur produit. Voilà. Donc la traçabilité, on la retrouve généralement au niveau de Jira. Hein. Donc vous voyez ici dans l'activité, j'ai des références à du code. Hein. Et puis, vous voyez ici, j'ai un truc qui s'appelle Git. Donc, en fait, la traçabilité, normalement, elle est native, elle remonte au niveau de Jira. C'est pour ça que dès que vous voulez aller dans les applications mobiles, cloud, en fait, vous avez tout un écosystème autour de Jira. Moi, il me semble, il est plus important de privilégier plutôt que des solutions, entre guillemets, qui ne sont pas agiles natives. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais laisser là. C'est Gaël qui a écrit ce slide-là, donc je vais lui laisser hein. Oui. Alors, bon, par rapport aux outils qu'on propose, qu'on vous a présenté, donc des Jira, Confluence, Git, ce qui est important de comprendre, l'idée générale, c'est de dire qu'en fait, ces outils, ils sont tous liés les uns aux autres et ils génèrent beaucoup de données. Et du coup, pour assurer du point de vue de la qualité et de la validation, l'idée, c'est finalement de savoir où est-ce qu'on va récupérer les bonnes données, comment on va les tracer et jusqu'où on va les amener à la fin. Donc, en fait, Git, c'est un bon exemple parce que la traçabilité du code source, c'est un élément majeur quand on regarde notamment les normes qui vous ont été présentées par Philippe. Donc, sans aller trop dans le détail. Juste, Gaël, je t'interromps, je vais juste lancer le sondage. Oui, ça peut être utile, mais tu peux continuer. Oui. Donc, sans aller trop dans le détail, ce que je voulais présenter ici, c'était finalement trois éléments faciles pour assurer une bonne traçabilité de mon code source. Alors, si vous voyez pas le chat, ça va peut-être être plus compliqué à suivre, donc je vais juste attendre que le sondage se termine, peut-être. Mais apparemment, ce qui est bien, c'est que j'ai une majorité de gens qui ont connaissance, qui connaissent un petit peu, donc c'est très bien. Je vais terminer là. Les derniers peuvent voter. Voilà, et comme ça, je vais partager le résultat. Donc, il y a quand même une population qui connaissent le rôle. Hein. Après, je te laisse continuer. Voilà, donc finalement, trois éléments là, les plus simples sans rentrer dans le détail de Git qui peut être assez compliqué. Qu'est-ce qui va se passer à chaque commit? Donc, on peut voir comme un checkout, donc c'est-à-dire mon développeur qui va déclarer qu'il a fait des changements sur quelque chose. Le premier truc le plus simple à faire, c'est d'ajouter un tag pour pouvoir tracer mes stories. Donc, quand je fais un commit, je fais mon checkout, je dis, ben voilà, j'ai fait telles actions et elles sont censées couvrir, enfin, elles couvrent des stories Jira, par exemple. Donc, ma story Jira, elle s'appelle, je sais pas, story 1, et je mets couvre story 1. Donc, déjà, c'est déjà une bonne pratique en soi. Et en plus, ce qu'on va voir peut-être plus tard, je pourrais vous montrer sur Jira, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que Jira lui-même, il va être capable de tracer immédiatement ces informations-là. Donc, ça veut dire que dans votre outil Jira, qui est un outil de gestion de vos requirements agile, eh ben, vous avez déjà la traçabilité en partie vers le code, juste en ajoutant un tag. Donc, ça coûte rien et c'est une bonne pratique. Deuxième élément. Je crois que j'ai quelques exemples là-dessus. Et en fait, c'était la slide juste d'avant, ou alors je vous le montrerai en live sinon. Merci. Donc ça, c'est un exemple GitLab, tu peux peut-être expliquer. Voilà, donc bon, ça c'est un exemple GitLab, donc c'est du code. Bon, c'est là qu'on va retrouver nos informations de check-in, de check-out, etc. Bon, il y a aussi une notion un peu plus compliquée de pipeline, donc ça c'est plutôt du côté du déploiement en continu. Mais ce qu'on va voir, c'est que tous ces éléments-là qui s'enchaînent, mon développeur il rajoute du code, il commit, ma chaîne derrière de déploiement, de test, elle s'est lancée. On peut la tracer à tous les niveaux et remonter ces informations-là, par exemple dans Jira,
pour pouvoir les utiliser plus tard comme les éléments d'un document qualité. En fait, finalement, c'est ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est de laisser travailler avec des outils classiques qui travaillent vite et savoir récupérer, mettre le capteur au bon endroit pour la bonne information qui nous intéresse d'un point de vue qualité. Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide sur lequel j'étais juste avant? Voilà, celui-là. Donc, deuxième élément qui est important, c'est que chaque commit, en fait, on applique une signature numérique. Donc ça, c'est Git en fait qui le fait par défaut. Et en fait, c'est obligatoire aussi. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette signature-là, elle vous permet en fait de retrouver l'état complet de votre code source. Donc, cet élément-là, c'est le plus important à tracer. Et celui-là, il doit être tracé tout au long du cycle de vie de votre application. Au niveau du commit, il est fait par définition, c'est son lieu de naissance, mais aussi au niveau du build, parce que ça veut dire que mon build porte l'information exacte de son code source, ce qui est nécessaire pour la traçabilité. Au niveau des tests, pour savoir qu'est-ce exactement j'ai testé, au niveau du déploiement et au niveau des releases. Ce qui fait que si à la toute fin, vous avez un auditeur qui vous pose la question, oui, mais cette application-là, où est le code source, vous savez immédiatement retrouver l'état exact de votre code source grâce au système de versionning et à cette signature numérique. Donc, elle est faite par définition. En fait, Git fonctionne sur ce système-là. C'est un système en fait qui utilise des algos classiques de signature en fait. Mais c'est très performant. Et ensuite, et le dernier élément, c'est que les opérations critiques peuvent et surtout doivent être contrôlées. Donc, typiquement, quand on est dans une approche DevOps, il y a des opérations qui vont par nature déclencher un certain nombre d'autres opérations. Donc, typiquement, un déclenchement d'un déploiement sur un serveur, il peut très bien être automatisé à partir d'un commit Git. Ben, ces opérations-là, Git sur une branche principale, donc ce qu'on appelle un merge, donc c'est-à-dire que mes développeurs, j'ai rapatrié tout leur code sur la branche principale et ça va déclencher le déploiement. Ben, ces opérations critiques, il faut qu'on puisse les contrôler et des outils comme GitHub, comme GitLab, etc. permettent de le faire. Voilà, donc ça c'est un exemple de merge. Donc vous avez plusieurs branches. Là, il y a une branche rouge, c'est la branche master. Il y a d'autres branches. Et à un moment, ben, ce que moi je cherche à faire si je veux contrôler ma solution, c'est que j'ai une SOP qui me dit bah voilà, telle personne a le droit de faire cette opération-là parce que je sais qu'elle va déclencher beaucoup de choses. Pas besoin de venir contraindre trop les développeurs sur leur branche à eux, mais il faut absolument avoir pour nous une branche contrôlée parce qu'elle va déclencher un certain nombre d'opérations derrière et ça, on va être sûr de pouvoir le tracer. Voilà, Ok. moi je m'arrête là sur ça. Je vais avancer un petit peu et après, il te pourra peut-être te donner la main pour que tu fasses qu'on aille dans l'application. Bon, les tests unitaires, c'est effectivement quelque chose que les développeurs font et dans un outil comme GitLab ou Jenkins, on a la traçabilité. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, c'est les choses qu'on ne voyait pas quand on faisait de la validation fonctionnelle un peu classique. Là, on va être capable de le faire beaucoup plus facilement avec ce type d'approche. Voilà. Les tests automatisés, c'est clair que aujourd'hui, il va falloir y avoir recours parce que c'est le seul moyen d'accélérer un peu le processus et surtout de capitaliser sur des tests. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques années, les applications étaient assez peu manipulables via des API. Maintenant, ça devient, un peu le standard. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'automatiser des tests avec toutes les applications, quelles qu'elles soient, parce qu'en fait, on a des API qui sont aujourd'hui de plus en plus riches et de plus en plus robustes. Mais c'est clairement aujourd'hui la question par rapport à l'intégration continue, au déploiement continu et à la validation continue, c'est que peut-être qu'on aura des tests automatisés faits par une équipe de validation indépendante, voilà, et qui sera intégrée dans le pipeline. Voilà. Donc, avant de passer à l'infrastructure as a code,
Et ben, je pense que c'est le moment, Gaël, que tu nous montres un petit peu rapidement, navigue d'une application à une autre. Alors, peut-être peut-être prendre une question ou deux. Est-ce qu'il y a des questions? Il vous suffit de lever un petit peu la main et puis on pourra peut-être, à ce moment-là, j'ouvrirai le micro et on pourra y répondre. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question? Tout vous semble clair? Ah, si, j'ai une question. Alors, écoutez, je vais vous... Comment je fais? Je vais cliquer là, simplement, normalement. Je vous écoute, monsieur. Oui, On vous écoute. bonjour. J'ai une question en particulier par rapport à la différence entre les tests automatisés faits par les développeurs pour la partie intégration et les tests faits en UAT. Oui. On parle d'avoir quelque chose qui est plus ou moins fonctionnel dans les deux cas. Quelle est la différence et surtout comment est-ce que l'automatisation diffère entre les deux? Non, techniquement, en termes d'automatisation, il n'y a pas de différence. OK? La seule chose, c'est que ce que l'on voit souvent, c'est que les développeurs, ils n'ont pas forcément connaissance des fonctionnalités critiques à tester. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent Jira, ben dans Jira, OK, on met des stories, mais on ne fait pas d'analyse de risque. Ou à minimum, on ne tag pas les stories, comment dire, GXP, quoi. Donc, ils ne savent pas, en fait, quelles sont les stories sur lesquelles il faut faire des tests peut-être un peu plus poussés, quoi. Ça, c'est le premier écueil. Et parce qu'en fait, il vous faut taguer, comment dire, la story d'un point de vue GXP, mettre l'analyse de risque, et si ce truc il est plus critique, et ben pas se contenter simplement d'un test fonctionnel ou d'un test, je dirais simple. Normalement, si c'est un truc plus critique, le développeur, il faut qu'il fasse des tests qui vont s'appuyer sur un jeu de données plus large. Après, il y a aussi peut-être une différence dans la stratégie, dans le sens où si vous parlez de tests d'intégration, finalement, vos développeurs peuvent exécuter ces tests-là en se plaçant de leur côté à eux, c'est-à-dire du côté du code source, parce qu'un test d'intégration, ça va venir mettre ensemble plusieurs fonctionnalités qui ont été développées et vérifier une fonctionnalité intégrée. Et ça, bon, il y a plusieurs façons de le faire, mais souvent, ils restent du côté de leur code à eux. Et donc, du coup, ils vont coder un test. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les tests, ils doivent être traités de la même manière que des tests classiques, c'est-à-dire qu'il faut les documenter, puis il faut versionner le code source, etc. Alors que des tests d'UAT, là, on se force quand même à se placer du côté de l'utilisateur final. Donc, on va être forcément sur une application qui a déjà été buildée, etc., etc. Donc là, on ne peut plus utiliser du code source classique pour tracer ces tests-là. Et à ce moment-là, on a des outils de tests automatisés du type Test Fairy pour les applications mobiles, du type Selenium pour des applications web. Cypress, par exemple? Voilà, qui sont du pilotage. Et Ouais. bah, c'est pas la même stratégie, mais par contre, il faut avoir le même type de données en sortie finalement. Hein. C'est quel était le test qu'il a fait, etc. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Je pense que c'est juste une question de stratégie. Je vais juste essayer de gérer le timing. Oui. Hein. J'ai une autre question. Alors, la question qu'on me pose, c'est comment se positionne la plateforme Azure DevOps par rapport à Git, Jira, etc. Alors, je vais vous faire deux réponses. Elles vont peut-être pas vous satisfaire complètement. La première réponse, c'est que c'est pas une plateforme qu'on connaît très très bien, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas un minimum ISO fonctionnel. Ce qui est important dans la partie, je dirais, transformation digitale et dans la partie DevOps, c'est aussi faire en sorte d'avoir des outils qui sont connus par tous vos développeurs. N'importe quel développeur aujourd'hui, il connaît les standards. Et les standards aujourd'hui, c'est plutôt Git, Jira et compagnie. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a pas de raison
que Microsoft ne couvre pas les basiques de… Voilà, en plus, ils ont racheté GitHub. Donc, bon, pour les fondamentaux, je serais surpris qu'on ne puisse pas faire du Azure DevOps GXP. OK. Il nous reste un petit quart d'heure. On va avancer. Donc, Il faut que vous me donniez la main. Il faut que je te donne la main. Alors, comment je fais ça? Toc. Désigné comme présentateur. Ah non, c'est pas lancer chez, donc c'est pas ça que je voulais faire. Alors, couper le son. D'accord, ok. Voilà, c'est Gaël, organisateur. Désigné comme présentateur. Ok. Je pense que vous devriez voir mon écran. Donc, ce que je me propose peut-être juste en 5 minutes pour éviter de finir trop tard, pour respecter le timing. Je commençais par Jira. En fait, donc là, vous avez un projet qui est très simple que j'ai mis en place pour ce webinaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez un outil globalement qui fonctionne en mode agile. Donc, vous avez cette notion de story là qu'on peut relier à mes requirements de mon cycle en V classique. D'accord? Je ne vais pas vous montrer globalement comment ça marche, mais ce que vous retrouvez, c'est des choses classiques de l'agilité. Donc, un Kanban où je peux déplacer mes stories dans un workflow, etc., etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je crois que c'est tout l'intérêt de Jira, puis je n'irai pas beaucoup plus loin que ça, c'est que d'abord, vos stories, elles sont correctement tracées. Ça, c'est très important. Donc, vous avez une notion d'audit rel qui est ici, qu'on retrouve dans l'activity. Donc, ça, déjà, pour des applications. Ça, c'est pas audit. C'est une activité dans l'historique. Ah oui, pardon. Oui, plutôt ici, voilà. Effectivement. Donc là, déjà, on est sur un bon point côté GXP. Vous avez des éléments de traçabilité un peu plus fonctionnels côté code source qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc là, en fait, il a récupéré tout seul le fait que j'avais commité sur une branche quelque part, sur mon projet à moi, qui est un projet GitLab, et que voilà, j'ai dit que je couvrais telle story, donc il me les a mis dans ma story, puis il m'a mis le détail. Donc ça déjà, rien qu'avec ça, pour des choses très simples, on a déjà bien avancé du côté de la traçabilité et de la qualité. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, et c'est pas forcément compréhensible ou évident au premier coup d'œil, c'est qu'en fait, Jira, on va pouvoir, si on veut lui faire des choses qualité type GXP, Medical Device, on va vraiment pouvoir aller assez loin et de façon pas très ça demande pas un an de développement, voilà. Donc là, je vous ai mis par exemple la création d'une nouvelle story. Donc bon, j'ai les champs classiques, je les détaille pas. J'ai des champs de liens que je peux créer des nouveaux types de liens. Donc moi, par exemple, j'ai des liens de type mitigation qui n'existent pas dans Jira a priori, mais qui sont importants à nous pour pouvoir assurer la traçabilité, faire les matrices de traçabilité après l'analyse de risque. Et puis, je vais aussi pouvoir ajouter des champs. Donc ça, je vous les ai séparés là. C'est des champs que j'ai rajoutés. Des champs pour faire mon analyse de risque. Ces champs, ils peuvent être calculés, etc. Ils peuvent être contraints. Enfin, globalement, vous avez la main sur beaucoup de choses. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'une fois qu'on a bien identifié les process au sein des équipes de développement, qu'on a interrogé les équipes qualité, eh ben, on arrive en fait à trouver une sorte de terrain d'entente pour que les développeurs se sentent à l'aise. Mais par contre, au fur et à mesure, ils travaillent dans leurs outils classiques avec leur vitesse, etc. Mais ils viennent au fur et à mesure remplir des informations qui sont nécessaires à la qualité et tout est tracé à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais pas aller plus dans le détail, mais c'est juste pour montrer qu'on est capable de trouver un terrain où tout le monde travaille en bonne intelligence. De la même manière, au niveau de la production des documents, donc là, j'ai basculé donc sur l'outil Confluence.
Eh ben, si vous voulez produire, je dirais de façon automatique ou dynamique des documents qualité, ben vous pouvez le faire. Donc ici, on a lié tout simplement les informations que j'ai ici dans mon projet à un document que je vais pouvoir exporter, signer, etc., etc. Et donc, finalement, au fur et à mesure de mon projet de développement, mon document qualité, il se prépare et on n'est pas à la fin en train de se dire, ah ben où étaient les informations, etc., etc. Pareil pour mon analyse de risque. Je peux très bien récupérer les éléments de mon analyse de risque que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai pas mis beaucoup, mais pour retrouver les éléments ici, la traçabilité aussi. Je peux faire ma matrice de traçabilité, donc je connais mes issues ou mes requirements ou mes stories comme vous voulez, et puis je peux voir quels sont les éléments qui sont liés, etc. Et de la même manière, on peut aussi surcharger les types. Donc, au lieu d'avoir des stories classiques, on peut dire, ben voilà, je peux mettre d'autres types, des types tests, des types SOP, ce que vous souhaitez. J'ai vu quelqu'un qui a levé la main. Alors, j'avoue, je sais pas très bien comment. Une question. Non, non. Bon, on verra après, de toute façon, on prend la question à la fin. Ah, c'est monsieur. Clique dans Philippe. Ah oui, il lève la main. Bah, tu cliques. Oui, bonjour monsieur. Vous avez levé la main? Bonjour. Oui. C'était tout à l'heure en fait. D'accord. Entre-temps, j'ai posé ma question par écrit. C'est moi qui posais les questions sur. Ah sur d'accord, DevOps. excusez-nous, on a un peu en Non, il n'y décalé. a pas de souci. Je vous remercie. Très bien. Voilà, donc c'est ça que je voulais montrer, et puis je vais m'arrêter là parce que le temps passe. Ouais. Et puis, Si tu me et remets si vous le avez besoin présentateur. d'autres informations, évidemment, vous revenez vers moi et je le ferai avec plaisir. Voilà. Ok. Donc moi, il faut que j'affiche mon écran. Comment ça se passe? Attends. Comment moi je suis présentateur? Ouais, c'est moi en fait qui va vous redonner la main. Ah non, mais j'ai trompé. Il a fait présentateur. Une autre personne. Ouais. Excusez-moi. Hein. Et pourquoi il. C'est bon pour moi? Mais non, il fait n'importe quoi. Je clique sur Ouais, Philippe et ouais, je sais. Miguel. Eh ben, remets-moi. Je fais ça. Il met encore Non, il faut que tu l'arrêtes alors. Mais j'ai déjà arrêté. Mec présentateur. Voilà. Allez, on est reparti. Voilà, ça y est, c'est reparti. Bon. Donc, infrastructure as a code. Donc, quand on fait de l'intégration, je dirais, continue, quand on fait du DevOps, généralement, il y a un backend qui s'appuie, je dirais, sur les infrastructures cloud publiques. Et aujourd'hui, ces infrastructures cloud publiques, c'est du code. Voilà. Donc, il faut les mettre sous contrôle. Et généralement, on peut utiliser la même chaîne. Les gens utilisent la même chaîne qu'on a vue tout à l'heure. Jira, Confluence et un Git quelque chose. Ensuite, on a la partie ProdOps, où là, on n'est plus en développement, mais il faut quand même maîtriser ce qui se passe au niveau de l'infrastructure. Et là, la tendance est plutôt d'utiliser des règles de conformité continue ou dynamique. On avait évoqué ça lors d'un webinar sur AWS. Bon, ça existe un petit peu. Voilà. Alors attendez. Alors j'ai des questions, on va y arriver. Hein. Donc j'ai des questions. Alors d'une personne qui me dit le système n'était pas validé. Bon, je ne sais pas dans quel contexte il m'a répondu ça. Et il me dit, j'ai une autre question, la norme médicale pour le logiciel impose de valider tous ces éléments qu'on utilise. Comment le faites-vous? Je vais y répondre aussi. Enfin, je vais tenter d'y répondre, mais j'avance dans un premier temps.
Donc, effectivement, la chaîne DevOps, qui est la plupart du temps cloud, ça devient une chaîne qui est partie intégrante de votre QMS, hein, votre Quality Management System. Donc, la question de la personne, c'est que, effectivement, à partir du moment où il fait partie de QMS, il faut le valider. Hein. Donc, cette exigence, cette chaîne, elle doit respecter les exigences réglementaires pour que, en fait, on ait bien les données qui soient à l'intérieur de ces éléments-là, qui puissent être des éléments de référence, hein, et atteindre ce qu'on voyait ici, c'est-à-dire que les acteurs de l'aviation doivent passer de la revue documentaire à une intégration dans la chaîne DevOps. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus pouvoir relire des documents Word, pour une raison toute simple, c'est que plus de documents Word, à condition que, évidemment, cette chaîne-là soit un minimum, je dirais, qualifiée. Et donc, ils vont devoir s'approprier les outils. Bon, je pense qu'une fois que les tableaux de bord sont mis en place, c'est tout à fait jouable. Hein. Pour répondre à la question qui m'a été posée, les Jira, les Confluence, les guides, etc., ils se valident, je dirais exactement de la même manière, au moins au départ. C'est-à-dire que, oui, il faut définir ses besoins, oui, il faut faire l'analyse de risque, oui, il faut faire des tests. Après, pour les maintenir dans un état validé, sachant qu'en cloud, il y a les évolutions, eh bien, il faut développer une bibliothèque de tests automatisés via les API sur les fonctions critiques de ces éléments de chaîne pour garantir leur maîtrise. Voilà. C'est ce qu'on fait chez ADN. Et c'est ce qu'on fait chez ADN avec, et on peut évidemment vous aider, ça fait partie. Nous, notre positionnement ADN aujourd'hui, c'est vraiment d'être un accélérateur de votre transformation digitale, et donc en particulier, comment gérer une chaîne DevOps GXP. Alors, je vais essayer d'avancer là-dessus. Donc, en résumé, pour qu'on ait un petit peu de temps pour les questions, il est possible de faire du DevOps GXP. Hein. La validation doit s'adapter. Ça commence par la formation des équipes de validation, puisque là, on voit bien qu'il y a quand même des compétences en termes de développement à acquérir. Il ne s'agit pas d'en faire des développeurs destinés à, comment dire, développer des algorithmes très pointus, mais il faut au moins que ça soit appréhende, je dirais, les bases, hein, c'est tout à fait faisable. Nous, il y a des consultants qui étaient plutôt fonctionnels, on a passé du temps, on leur a expliqué, et aujourd'hui, ils comprennent les tenants et les aboutissants. Donc, il y a des nouveaux outils, Jira, Confluence, des chaînes DevOps, et pourquoi pas les chaînes DevOps Azure. Hein, voilà. Et ce qui change, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle articulation des processus de change, de gestion de configuration et de release. Peut-être qu'aujourd'hui, avant la release, c'était la personne qualité signait un papier de mise autorisation en production. Là, aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir l'intégrer dans le GitLab pour dire OK, je valide les merges des branches. Bon. Il faut que les développeurs fassent des efforts parce que c'est trop facile de sous couvert d'agilité, de rien faire, de rien documenter, de rien écrire. C'est pas possible, hein, ça ne va pas fonctionner. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la chaîne DevOps va devenir le centre de la validation continue pour libérer l'innovation digitale de santé. Et je pense que c'est vraiment en train de s'accélérer. Alors, j'ai une autre, très très bonne question. Alors, écoutez, je vais avancer un petit peu et je vais voir ce qu'il me reste là. Donc ça, c'était un peu notre expertise. Donc, ok, donc on va rester en résumé. Et donc, je vais essayer de vous laisser la primeur si j'arrive à gérer la question, mais apparemment, je ne retrouve pas facilement là. Donc, c'est pas très très grave. Donc, il y a une question qui est est-ce que les services de type des démarches serverless, est-ce que ça impacte les services serverless impactent la démarche de validation. Voilà. Bon, alors serverless pour ceux qui
qui découvrirait, hein, c'est effectivement une approche innovante qui consiste, pour faire très simple et d'une manière simple, enfin, vraiment très simple, vous n'avez plus besoin de machine, votre code s'exécute directement dans le cloud et directement quelques requêtes s'exécutent directement dans le cloud. Pour faire très simple, c'est extrêmement attractif puisque ça permet de réduire non seulement le coût des workloads de type machine, mais surtout aussi c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Bon, ça s'applique pas à tout, mais c'est vraiment une nouvelle approche. La démarche en elle-même, non, je pense qu'elle s'applique à du serverless. Sur du serverless, pour nous, ce qu'on connaît le mieux, au final, il y a quand même bien du code à installer. Oui, vous allez avoir. Bon, il y a des éléments qui vont disparaître, effectivement, parce que toutes les parties infrastructure du type serveur, etc., on ne pourra pas les valider parce que là, ça va tomber dans l'escarcelle, la responsabilité de votre fournisseur, type Amazon, Azure, ce que vous voulez. En revanche, en fait, on va déplacer le problème ailleurs parce que sur des applications serverless, tout d'un coup, comme vous allez traiter du code, de toute manière, il y aura encore ces problématiques de traçabilité, de release, etc., etc. Donc là, il y a aussi des SOP à monter, de la traçabilité à assurer. Et aussi, vous allez avoir des problématiques qui sont un peu différentes, mais qui vont se jouer plutôt sur comment vous gérez correctement le fait que quelqu'un n'a pas accès à votre API serverless, votre point d'accès il est contrôlé, que voilà, que vos informations qui sont envoyées à un instant à votre API, elles arrivent bien, etc. Que les logs de l'exécution serverless se fait bien, qui sont stockés, etc. Donc vous allez avoir quasiment exactement les mêmes problématiques à part la validation type infrastructure. Par contre, ce qui va changer dans cette approche serverless, c'est sûr que les consultants là, il faut des consultants en validation qui aient comme un background de développement pour être efficace, quoi. J'ai une autre question, c'est avez-vous rencontré des difficultés particulières à valider Jira, Confluence et GitLab? Alors, les difficultés qu'on a eues, c'est surtout des difficultés de travail avec les équipes de développement qui ont eu un peu tendance à dire ouais, bon ben, on va embaucher ADN et ADN va nous valider Jira, Confluence et GitLab. Et puis basta, on s'en occupe pas. Et je pense que ça a été la principale, je dirais, la principale difficulté, c'est qu'il a fallu les mettre autour de la table pour qu'ils comprennent qu'ils devaient participer à la définition du besoin, qu'ils comprennent, je dirais, l'aspect GXP, et qu'ils comprennent que, de la même manière qu'on va demander aux gens qualité peut-être d'arrêter de revoir des documents Word, mais d'aller revoir, d'être impliqués dans les équipes agiles à travers pour gérer, pour faire passer une transition, je dirais, d'une story à une autre, ou de se connecter à Confluence, de se connecter à GitLab, eux aussi allaient devoir faire l'effort sur la compréhension GXP. Les autres éléments, le premier écueil, la première difficulté, c'est de se dire jusqu'où on veut aller dans la validation et donc quel est l'usage qu'on veut de Jira ou de Confluence. Aujourd'hui, sur Jira Confluence, bon, la première chose à faire, c'est déjà d'avoir les idées claires sur les workflows qu'on veut mettre en place. La première chose qu'on veut faire sur Confluence, c'est OK, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je veux signer électroniquement dans Confluence ou pas? Est-ce que je veux exporter dans Confluence et mettre dans une GED? L'autre point, c'est quid des éléments de l'aspect dynamique avec Jira. Quand je suis avec Confluence, je peux faire des filtres. Les filtres, ils sont dynamiques. Donc du coup, est-ce que je signe des éléments qui sont dynamiques? Bon, il y a des petites questions à se poser. Et après, sur GitLab, c'est une réflexion un peu au niveau du process, et notamment au niveau du process en termes de libération, quoi. Hein? En fait, avant tout, il faut bien connaître ces process et le type d'informations qu'on veut générer et capturer dans ces process.
Et la validation, après, elle coule de source presque. Mais par contre, la modification des process, c'est sûr que bon, c'est un impact, c'est une transformation. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres alors, j'ai une autre question audio. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, attendez, je voulais vous donner le son. Alors, comment je peux faire? Je n'arrive pas à vous donner le temps. Allez, je vais faire clic droit. C'est bon? C'est bon, Ouais. ok, excusez-moi. Oui, oui, j'avais une autre question par rapport à votre expérience avec Workflow de Jira. J'ai pas mal utilisé les Jira et les Workflows et j'ai trouvé que bien que les Workflows sont très puissants, ils sont pour moi très compliqués à mettre en œuvre. En particulier quand on se retrouve sur des instances de Jira avec beaucoup de monde et que du coup il faut avoir notamment les droits administrateurs pour pouvoir les faire. Et du coup, de là vient la complexité. Ça devient plus du tout agile de pouvoir les changer parce que il faut passer par un administrateur et dans les grosses entreprises, ça passe par des process de ticketing et puis il faut à l'avance savoir comment le faire et puis très difficilement on peut faire des allers-retours et de faire des trial and error. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à... C'est quoi votre expérience par rapport à ça? Est-ce que vous avez volontairement évité d'avoir des gros serveurs Jira? Là, il y a un problème de licence avec ça. Enfin, voilà, c'est une question un peu générale sur le problème des workflows sur Jira. Alors, d'une manière générale, sur Jira, pour faire la liaison avec ce que disait aussi la personne sur la validation, je l'ai indiqué un petit peu dans le slide d'avant. Ce qu'on voit, c'est que si on ne fait pas attention, les configurations Jira, elles partent dans tous les sens. Voilà. Oui, c'est vrai. Et et très très rapidement, tel Scrum Master va rajouter tel attribut, tel autre attribut, machin, etc. Résultat des courses, en fait, vous pouvez plus valider votre Jira, quoi, parce qu'il y a des configurations dans tous les sens et chacun y va de son workflow. Donc nous, on a un peu tendance à recommander quand même Les templates. des templates, des modèles Jira, des modèles Confluence, pour faire en sorte que ça soit validable, quoi. Voilà. Quitte à simplifier les workflows, ne pas rentrer dans des règles de transition trop compliquées, vraiment se concentrer sur des transitions, je dirais, peut-être clés pour la qualif valide, okay, en disant, là, OK, voire même peut-être dans certains extrêmes, pourquoi pas. On pourrait dire, non, finalement, moi, le tampon, je vais le mettre dans Confluence. Bon, ça a ses limites, mais je pense qu'il faut effectivement, il faut réfléchir à ne pas partir dans des workflows trop compliqués, mais par contre, veiller à ce que les configurations s'écartent pas trop quand même du template. Hein. Une façon de faire, c'est d'avoir un workflow, en tout cas, sur toute une partie de la chaîne de développement qui soit peu contraignant et d'avoir à un moment une sorte de milestone où là, il y a un workflow assez précis qui vient de checker un certain nombre d'informations avec la possibilité de dire, bon, ok, vous êtes arrivé jusque-là, mais moi, je considère que je suis obligé de vous renvoyer plus bas dans le workflow. D'accord. On peut faire aussi de la vérification a posteriori, c'est-à-dire sans forcer un workflow, Voilà, mais a posteriori d'avoir des vérifications qui vérifient qu'on est bien passé par telle étape clé, sans les avoir forcées vraiment et mises dans le marbre. Exactement, Ouais. exactement. Donc ça, c'est aussi une deuxième solution. Et souvent, pour faire ça, soit vous faites une sorte d'étape du workflow qui vient contraindre beaucoup de choses, soit il y a les possibilités dans Jira d'exécuter des petits bouts de code qui permettent de faire ce genre de checklist automatiquement, en fait. Avec Script Runner. Voilà, exactement, c'est avec ça qu'on a fait ça. Ouais. Tout à fait. OK, le webinaire touche à sa fin. Est-ce que on peut peut-être en profiter pour prendre peut-être une autre question? Bon, c'est la seconde pub, hein, voilà.
Bon, moi, je voudrais encore remercier nos clients qui nous permettent de construire notre expérience et de la partager. Parce que c'est vrai que dans le métier du conseil, il faut se frotter à la réalité aussi. Donc ces webinaires, ils sont là aussi pour partager avec une communauté et puis permettre aux autres peut-être d'aller un peu plus vite dans leur transformation digitale. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail directement, soit Gaël, soit moi, et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Voilà. Attendez, j'ai peut-être une petite question, je ne sais pas. Non, c'est simplement un remerciement. Donc, écoutez, merci à tous et écoutez, bonne fin de semaine. Voilà, merci, au revoir. Au revoir, merci.